On se retrouve les amis pour alors rentrer dans le dur finalement et dans les détails, mais on va voir ça avec Gauthier qui continue à m'accompagner. Rentrer dans les détails donc de ce Future of Finance, 2020-2021. Une série d'ateliers donc auxquels vous vous êtes inscrits. Celui-là, Gauthier, et on va en discuter pendant 1 heure, s'appelle Posture et Vision. Je suis ravi de faire l'atelier Posture et Vision. Qu'est-ce que tu as voulu mettre derrière Posture et Vision? Alors cet atelier Posture et Vision, ça part d'un constat qu'on a déjà fait il y a quelques années, qui est un mouvement de fond, une évolution des métiers de la finance, de métiers de techniciens, d'experts, vers des métiers de leadership, des métiers de communication, des métiers d'assemblage de talents. Et je dirais, ce mouvement s'est révélé, s'est accéléré lors des derniers mois, voilà, avec la crise. Et donc l'idée, c'était de discuter, voir de quelle manière ces nouvelles attentes au regard des CFO avaient été sollicitées pendant cet épisode de crise sanitaire. Alors, on a 3 directeurs financiers avec nous. Thomas Baumgartner. Ce qui est très intéressant, vous allez voir, parce que je parle sous votre contrôle, mais 3 secteurs qui en fait ont pris un impact différent du choc qu'on a tous traversé. Donc Thomas Baumgartner, le CFO de Mersenne. Bonjour Thomas. Bonjour. On est dans l'industrie, on fait du graphite et on est partout dans le monde. Et c'est un élément important dont on parlera ensemble. Julien Lafouche, vous êtes le CFO de Blablacar. Et j'ai l'impression que c'est vous, sans doute, qui avez été le plus impacté des 3 secteurs dont on va parler là. Et puis Mathieu Schneblin, bonjour Mathieu, CFO pour la France d'Idemia. Là, on est dans les nouvelles technologies, impact modéré, mais on va voir ça ensemble. Oui, quand même. Oui, bon, d'accord, voilà. Donc, impact modéré, mais quand même. Et vous êtes en charge du contrôle financier de l'ensemble du groupe. Éditeur partenaire, Céline Bale, donc directrice marketing produit de Sage. Et puis Laurent Sivon, qui nous accompagne régulièrement, directrice France et UK pour Tagetik. Je vais commencer avec vous, Julien. Donc, le sujet et la première question, les amis, c'est savoir si... alors, encore une fois, on va le dire à chaque fois, mais on ne sait pas tout à fait dans quelle phase on est, là, au moment où on se parle, dans quelle phase on est de cette histoire. Mais enfin, néanmoins, je pense qu'il y a déjà des éléments de réflexion pour vous. Julien, est-ce que... Alors, d'abord, on va le dire d'un mot. Blablacar, à un moment, c'est un coup d'arrêt. Ah oui. Quasi total. Donc, on a eu un coup d'arrêt total, effectivement. Voilà, quasi total. On était confinés, donc pas de déplacement à plus de 100 km, sachant que nous, que ce soit covoiturage ou bus, on est surtout sur de la longue distance. Donc, notre moyenne de voyage est plutôt à 300 km qu'à moins de 100, ouais, voilà, c'est clair. Ça. On a un produit courte distance pour le domicile-travail, mais qui, évidemment, s'est arrêté aussi. Donc, à ce moment-là, est-ce que le CFO, il prend alors, une posture, puisque c'est le mot qu'on va employer, une posture différente, et est-ce que, en te projetant un petit peu, tu penses qu'il y a quelque chose de fondamentalement changé dans la façon dont le reste de l'entreprise va considérer ta fonction? Alors oui, dans la mesure où, bon, on a toujours travaillé avec des scénarios, on fait toujours des scénarios. Modestement, on n'avait jamais fait le scénario où tout s'arrête, ouais. Ça c'est clair. Et finalement, le jour où ça s'arrête, les regards se tournent un peu vers nous. Pas parce qu'ils s'attendaient à ce qu'on ait fait les scénarios où tout s'arrête, mais en disant, et ça veut dire quoi concrètement et bon, en termes de cash, alors, enfin, on a toute l'entreprise, les investisseurs, etc., qui se posent des questions, c'est normal. Et là, on est... il faut rassurer, évidemment. Donc, montrer qu'on est capitalisé, qu'on a les reins solides, mais aussi... Et c'est un autre message, en fait, qu'il faut faire des efforts, que dans l'inconnu et avec toutes les incertitudes qu'on a, il faut forcément changer un peu l'approche, en tout cas de manière... pour un temps, on espère court, mais il faut se préparer. Voilà. Est-ce que... Alors, Blablacar, c'est plus une start-up, ça va. Maintenant, entreprise installée, mais enfin quand même toujours en croissance. Est-ce qu'il y avait une notion du point mort? C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment, la dépense de cash quotidienne, j'en sais rien, enfin, tu vois, des éléments comme ça avaient été calculés? Alors, pas forcément. On avait... alors, il y a 2 choses.
Et on a forcément une notion du point mort, mais là encore, pas quand tout s'arrête. Enfin voilà, on le calcule jamais vraiment comme ça avant de se prendre ça dans la figure. En revanche, alors nous, ce qui complique un peu, c'est qu'on a une croissance organique, évidemment, mais aussi externe. Et en fait, dans l'année et demie qui vient de s'écouler, on a une croissance externe non négligeable. Et donc, c'est assez dur quand on intègre des sociétés qu'on a acquises, en fait, de savoir tout de suite le point mort, exactement, d'avoir tous les bons repères. Donc, tu m'as dit, il y a un acquis pour toi qui reste, c'est maintenant, je peux enfin parler bilan et plus seulement PNL. Alors c'est vrai, quand on parle cash, finalement, alors peut-être un pas en arrière, les managers, alors moi ça fait longtemps que je travaille, alors j'étais consultant, que je travaille dans la finance, etc., toujours d'entreprise, et le constat général que j'ai fait, c'est les managers pensent PNL. Ils ont une forte culture PNL, ils connaissent tout sur leur PNL, ils raisonnent PNL, etc. Quand on leur parle du bilan, parfois, s'il y a du CAPEX, oui, ok, on sait que ça sort avant, qu'on récupère après. Le working capital, bon, ok, les stocks, mais en général, ça va pas très loin. Là, le bilan repasse quand même au premier plan parce que c'est la première question des banques si on s'adresse à des banques, c'est la première question ou la première approche pour tester la solidité financière, etc. Et donc, on a une vraie culture bilan qui revient un peu sur le devant de la scène, alors qu'honnêtement, elle n'est pas très présente au quotidien, en tout cas pas pour les opérationnels. Thomas, je le disais, groupe mondial. Oui. Alors, impact limité, Thomas, pour Mersenne. Impact quand même, parce qu'au plus fort de la crise, on avait moins 20% de chiffre d'affaires, donc c'est pas nul. Mais c'est vrai qu'en étant mondial, au moment où il y avait le marasme en France, les États-Unis n'étaient pas encore impactés et la Chine repartait de plus belle. Voilà. Donc c'est vrai que ce business très mondial permet de moyenner en fait des problèmes, mais c'est vrai qu'on a eu quelques sites à l'arrêt de temps en temps, mais toujours au moins 85% de nos sites qui fonctionnent. Et toi, ton sujet, c'est communication. Mon sujet, c'est communication. Pourquoi ? Parce que, en réalité, nous, notre business mondial, on a aussi une présence locale qui est forte, présence industrielle et présence humaine. Ça veut dire que dans tous les pays, on a des dirigeants, des financiers qui sont locaux. Donc en Inde, on a des Indiens, en Chine, on a des Chinois, aux États-Unis, on a des Américains qui connaissent très bien l'environnement et donc qui sont très agiles. Très rapides et qui ont toujours chez Mersenne une tradition d'abord cash très importante, PNL et cash, mais une tradition d'être très proche des opérations. Donc quand vous avez ça, évidemment le travail du central ou du CFO est quand même bien plus facilité et ils se ressentent sur la communication autour de l'empathie. Je crois qu'il faut beaucoup d'empathie en termes de crise. Donc beaucoup de communication interne, d'équité. Ce qui est pas la caractéristique première du CFO au départ. On est d'accord, c'est ça qui est intéressant quand même. On en parlait tout à l'heure. Le CFO, il devient moins technique, il devient aussi orchestre. Ouais. Il est aussi orchestre d'une équipe. Il est aussi orchestre d'une équipe. Et aussi d'équité. Et moi, je voudrais insister là-dessus parce que on a eu des situations qui étaient extrêmement différenciées. On a eu des sites à l'arrêt, des sites qui l'étaient pas, des sites qui étaient en chômage partiel, d'autres qui l'étaient pas. Dans le chômage partiel, il y a des gens qui sont plus ou moins indemnisés. Vous aviez des personnes d'atelier qui sont allées travailler dès le premier jour, y compris en France, après les annonces de confinement, et d'autres qui étaient en télétravail, qui travaillaient aussi, mais et qui avaient des difficultés. Je pense notamment aux femmes qui géraient aussi des enfants à la maison. C'est compliqué. Donc toutes ces situations très différentes ont fait qu'il fallait trouver un juste équilibre, une équité. Mais c'est pas un sujet de CFO, c'est un sujet de RH. C'est un sujet de CFO et de RH parce que derrière l'équité, elle se traduit aussi par des primes, elle se traduit par le fait que les managers ont renoncé à des plans d'action gratuites. Des primes effectivement pour les bas salaires dans certains pays, le fait que le CFO dise oui ou admette qu'il faille payer des gens quand il n'y avait pas des systèmes de rémunération de chômage partiel dans certains pays, et d'accepter finalement qu'il y ait un surcoût temporaire, mais qui est très important en fait pour le ciment, le socle humain et social
de l'avenir. Et Mersenne, quand vous êtes un groupe très très diversifié, très mondial, l'humain est très important. Et ça a un prix de garder cette équité. En fait. C'était vrai avant, ce sera vrai après, ou Oui. il s'est passé quelque chose là qui fait que tu as changé un petit peu ta posture, puisque c'est le sujet, et qui restera derrière? Non, ça a toujours été vrai, mais c'est vrai qu'en période de crise, c'est encore plus frappant, en fait. Mathieu, pour finir ce rapport d'expérience, donc IDEMIA, on est dans l'identité numérique et la sécurité de l'identité numérique. C'est une entreprise avec un projet quasi philosophique, IDEMIA, j'en tiens. Non, mais j'y tiens, il faut le dire, la protection de notre identité numérique, très important. Donc, toi, c'est, comme tu l'as dit, il y a une partie d'activité qui s'est arrêtée, d'autres qui ont continué. Et t'insistais beaucoup aussi sur la transparence et la communication quand on a préparé ensemble. Je rejoins ce qui a été dit par Thomas. Donc, effectivement, nous, on est aussi mondial. Donc, on a une activité, on fait de la carte de crédit, de la carte SIM, on fait des systèmes d'identité et de sécurité. Et donc, effectivement, on est partout, y compris aux États-Unis où on fait une grande partie des permis de conduire. Et donc, on a eu la même problématique, c'est-à-dire que tous nos sites ont été considérés comme quasiment stratégiques, puisque, effectivement, si votre carte de crédit arrive à échéance, il faut la renouveler. Ouais. Si vous ne pouvez pas la renouveler, vous ne pouvez plus l'utiliser. Donc, tous nos sites sont restés ouverts pendant toute la crise. Donc, je rejoins ce qui a été dit sur l'équité. Donc, on a eu un plan qui s'appelait le 3P, donc qui était de protéger nos collaborateurs, protéger nos clients et protéger notre cash flow. Alors, je dis tout de suite qu'on a protégé aussi nos fournisseurs, puisqu'on a continué à payer nos fournisseurs en temps et en heure. Mais donc, c'était un peu les 3P. Et donc, on a effectivement protégé nos collaborateurs dans les conditions où on était dans le Covid. Et voilà, donc c'est quelque chose d'important. Et je rejoins l'équité. Je rejoins l'équité aussi, qui est où effectivement, on a eu aussi des primes qui ont été versées aux collaborateurs qui étaient dans les usines, notamment, et dans les centres de personnalisation. Voilà, à peu près partout dans le monde. Et tu as senti que tu avais modifié, même à la marge, ta posture, ton action, et que ça pourrait laisser des traces sur l'évolution de ta fonction? Alors, moi, j'ai une image que j'aime bien. En fait, chez IDEMIA, on avait une culture de la transformation. Ça fait pas mal d'années qu'on se transforme. Et donc, j'ai une image qui dit qu'en fait, on transformait le moteur pendant que l'avion était en vol, et maintenant, on transforme le moteur pendant que l'avion était en vol, mais en pleine tempête. Ouais. Et donc, on n'a pas vraiment arrêté la transformation du groupe, mais donc, effectivement, maintenant, on a ce Covid qui continue, qui persiste, et donc, mais ça ne doit pas nous empêcher de nous transformer. Donc, ça, par contre, on n'a pas changé. Céline, Laurence, ça vous inspire quel commentaire, ces témoignages? Totalement au service de ces messieurs, je dois dire, parce que c'est vrai que quand on est fournisseur de technologies, notamment des ERP qui concentrent les opérations de compta, d'achat-vente, de production et de distribution, on sait à quel point il fallait être 100% là pour leur continuité d'activité. C'était pas un choix, il fallait être là. Et puis leur permettre de se poser les bonnes questions. Vous l'avez dit, on change de posture, on prend un step behind, comme on dit. Et je dois garantir la pérennité de la boîte. Donc moi, je suis dompteur de la data, je sais où ça va pas, je sais faire des réductions de coûts là où il faut. Mais aussi, je dois penser au step d'après. C'est quoi les nouveaux services que je dois mettre en place maintenant pour maintenir mon activité? Ouais. Donc, à la fois innovateur, je cherche des nouveaux leviers pour transformer ma chaîne de valeur, et en même temps, je maintiens la pérennité de la boîte. Quand on discutait, tu me disais, Céline, et je trouve que ça colle bien avec... il faut avant tout qu'il donne de la sérénité. Dans ce moment-là, c'est c'est le gardien du temple. Hein. Ouais. Le DAF est considéré comme le sachant par excellence de pourquoi la boîte tient debout. Ouais. Et du coup, aussi bien la direction générale que les collaborateurs en attendent. C'est un peu le Messie. C'est lui qui dit où on va, pourquoi on y va. Attention, les épaules viennent de... Voilà, messieurs. Vous êtes les alors, a priori, il n'y en a qu'un, donc je vous laisse choisir. Mais c'est clairement ce que non, mais c'est ça. La sérénité. C'est eux qui l'apportent. Et Laurence, on est évidemment au service de l'ensemble de l'entreprise quand on est éditeur de logiciels, mais là aussi, on est obligé de penser en mouvement en fonction de l'évolution de la fonction et de la façon dont eux-mêmes sont en train de réfléchir à l'évolution de leur fonction. Alors effectivement, cette période que nous traversons en ce moment et dont nous ne sommes pas sortis
et un vrai stress test, Ouais. donc mise sous tension de tous ces systèmes d'information et de la technologie dans leurs mains. Je vais me permettre de parler au nom des communautés que nous animons, puisqu'on édite une solution donc, de pilotage de la performance et on anime des communautés. On a été dans ces derniers mois en contact avec 250 professionnels de la finance et qui ont donc témoigné de ce qu'ils traversaient. Si je relate quelques-uns de leurs propos, la grande dimension qui a changé, c'est la première dimension du temps. C'est-à-dire que là où toutes les directions financières faisaient un estimé 2, 3, 4 dans l'année avec un PNL complet, là c'est devenu hebdomadaire, ce qui était absolument une révolution, voire au quotidien. Et vraiment, ça a changé tout leur paradigme. Et en même temps, leurs repères ont disparu. C'est-à-dire qu'il a fallu vivre sans leur repère classique qui est le budget, qui n'avait plus aucun sens. Donc ils se sont retrouvés dans un moment où il a fallu piloter l'entreprise. Et Dieu sait s'il fallait savoir où en étaient les bidas, les liquidités, et de savoir où allait l'entreprise, comme vous le disiez, en tant que vraiment gardien du temple et là pour protéger le patrimoine de l'entreprise et les salariés, comprendre dans un temps record les mesures gouvernementales de prêts garantis pour l'État, de chômage partiel et de voir l'impact sur les bidas de l'entreprise. Ouais, il y a eu tout ça aussi. Il y a eu tout ça. Et donc ce que remontent nos clients, puisqu'on parlait de posture, effectivement, c'est que ce qu'ils nous ont exprimé, c'est que le CFO brille en temps de crise. Alors, il n'avait peut-être pas envie d'être mis sur le devant de la scène, mais il s'y est retrouvé. Comme disait Mathieu, qui prenait l'image de l'aéronautique, j'aime aussi reprendre cette image. C'est comme un pilote d'avion qui était en pilote automatique, avec ses reportings institutionnels, sa fonction régalienne, tout ça, ça ronronne. Et là, il s'est retrouvé à reprendre les commandes de vol dans la main et d'avoir vraiment à piloter à vue pour protéger l'entreprise, son devenir. Et vous savez, c'est en termes de posture, c'est comme quand vous avez le pilote qui, au sortir d'une période de turbulence extrême, arrive à poser le 747 sur la piste et tout le monde applaudit. Je crois que la finance s'est retrouvée vraiment sur le devant de la scène et j'ai envie de vous dire à toute chose, malheur est bon, pour vraiment voir comment piloter l'entreprise et voir comment est-ce qu'on va être capable de poser ce 747. Donc oui, je pense que l'image de la finance et sa valorisation a définitivement changé dans cette période. Ça, vous savez quoi, les gars, on va découper ça, on va vous l'envoyer, et puis quand vous aurez une mauvaise journée, vous repasserez le... Cadeau, c'est cadeau. le petit truc de Laurence. C'est moi qui ai ça. Elle est d'autant mieux, plus parfaite, l'image de, je fais un barbarisme, mais toutefois peu importe, de l'avion, que c'est sans doute dans l'aéronautique, alors qui n'est pas représenté ici, mais que le choc a été le plus violent. Et justement, pour le coup, certains CFO en ont témoigné devant nous. Franchement, on regardait pas le cash, quoi. C'était de la croissance, et à un moment, effectivement, quand tout s'arrête, le cash reprend de l'importance. Mais est-ce que ça veut dire, Julien, que on a parlé contrairement à ce que disait Gauthier, c'est le retour en force du régalien, alors? Ça veut dire que tout ce qui commençait à entourer le CFO, et on en dira quelques mots, la RSE, etc. et tout, s'efface derrière le régalien qui revient massivement. Alors, allez, nous c'était un peu différent. Typiquement, j'ai répondu à pas mal de questionnaires RSE pendant le confinement et ces dernières semaines. Donc, en fait, j'ai dit, bon, tout s'est arrêté du côté trafic passager, etc. Mais en fait, l'entreprise ne s'est pas arrêtée. Donc nous, on a continué à faire de la R&D, à produire nos reportings, à faire des simulations, le cash, plus fréquemment qu'avant, effectivement, à piloter à vue, donc ça ronronnait, et là, il faut reprendre les commandes. Bon, voilà. Donc je suis tout à fait d'accord avec les images qui ont été données. Et le régalien a continué, mais finalement, il y a des sujets régaliens qui sont presque passés au second plan, parce que tout ce qui est... Alors, on s'est toujours occupé de fiscalité, mais on a, vous voyez, à un moment, on a senti que l'État, oui, il y avait des décalages possibles, pas la TVA, etc. Puis nous, on a toujours voulu honorer, pareil pour les fournisseurs, oui, au fur et à mesure. Ouais. Donc ça, c'est pas arrêté, mais au fond, le RSE, finalement, son importance, c'est une tendance assez longue, donc elle est mais on va y aller vraiment sujette au il y a Covid, il n'y a pas Covid, et ça on a continué comme normalement. En fait. Tu m'as dit, c'est la première fois que j'arrive quand même à créer un langage commun avec les autres services de la boîte, les autres fonctions transverses, j'imagine. On peut élaborer quelques mots là-dessus ? Oui, donc... Effectivement, le CFO est parfois mentionné l'empathie. Voilà, ouais. J'ai employé, on est parfois le père fouettard, vu comme sans empathie, etc. Ce qui est évidemment pas vrai. Mais
Mais donc, je pense que ça a créé des liens, effectivement, parce que les gens nous posent des questions, ils se tournent, et on est un peu gardien du temple, en tout cas, on doit rassurer, communiquer davantage, en fait. Souvent, on n'a pas trop à communiquer. On a de temps en temps le reporting, etc. Là, il faut communiquer beaucoup plus en interne, rassurer, aussi mobiliser. Parfois, sur certains sujets, il faut les choisir, créer un sentiment d'urgence, dire bon, on y va, on serre la ceinture sur tel point. Par contre, il ne faut pas faire n'importe quoi, arrêter la R&D, etc. Parce que on est dans une crise qui est conjoncturelle, qui aura une fin, etc. Donc tout ce qui est long terme, il faut quand même que toute l'entreprise comprenne que ça ne doit pas s'arrêter parce que sinon on ampute notre avenir. Tout à fait. Donc, nous, on était très là-dessus. Et je pense que ça change la perception du CFO. En disant, ok, effectivement, c'est lui qui sait la solidité de l'entreprise, qui va pouvoir nous dire, nous rassurer, etc. Mais aussi, ah bah tiens, en fait, il s'intéresse aussi au business. Voilà. Donc, grosse période de changement de perception, je pense. Thomas, un mot là-dessus? Le régalien, oui, il ne s'arrête pas. C'est vrai je voudrais revenir, la technologie, ça a beaucoup aidé. C'est-à-dire que dès le premier jour, tout le monde en télétravail, ça a fonctionné dès la première minute. Ouais. On n'a pas eu un seul problème. Ouais. C'est quand même, aujourd'hui, on se dit c'est normal, mais c'est quand même... dans le monde entier. Oui, dans notre monde moderne. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, effectivement, on a dû s'adapter. C'est-à-dire que les reportings classiques, on a fait des choix. On a remonté effectivement des prévisions hebdomadaires pour être sûr que certaines filiales n'allaient pas être dans le rouge et qu'elles auraient leur liquidité, etc. Celles qui n'étaient pas... on a des filiales qui ne sont pas cash-poolées, par exemple, pour employer des mots techniques. Voilà, ça, oui. Eh bien, on a supprimé, on a fait très attention à supprimer aussi des reportings qui n'étaient pas essentiels pour pas surcharger les équipes finances. Je reviens aussi, il y a eu la collaboration avec les RH, ça a été évoqué beaucoup, sur comprendre le chômage partiel dans 35 pays. Bon, c'est juste un petit peu complexe. Ouais. Et donc, vous avez des espaces de collaboration RH, finances qui se sont créés et qui continuent. Voilà, il y a tout l'intérêt. Donc, le régalien est là, il continue. Je suis aussi d'accord sur le long terme. Le rôle du CFO, c'est d'arbitrer le court terme et le long terme. Et en période de crise, de dire attention, j'ai toujours mes problématiques long terme. RSE, on en parlera notamment. Oui, on va en parler. Et donc, on continue à travailler, où on temporise, mais on a en tête de continuer à travailler sur le sujet. Mais alors, et on va parler de cette perspective long terme, court terme. Mais Gauthier, un commentaire sur ce qu'on vient de se dire. Dans les discussions récentes qu'on a avec les CFO, ils nous disent, j'ai deux missions, c'est comprendre ce qui s'est passé et puis aider l'entreprise à regarder ce qui va se passer et à le comprendre. Finalement, sur la compréhension de ce qui s'est passé, il n'y a pas tant eu d'évolution que ça. Alors, on a pu simplifier, il y a eu des blocages qui sont tombés autour de la simplification notamment. Mais là où ça a beaucoup évolué, et certainement le monde d'après sera peut-être un peu différent, c'est sur la manière dont on regarde l'avenir avec ces scénarios, la mesure des risques aussi, le pilotage par les risques, sont des choses qui existaient mais qui prennent de l'importance. C'est vraiment quelque chose qui... Je pense que, si je peux me permettre... Mais tu es là pour ça. Le rôle pédagogique que vraiment vous avez encore plus endossé, à mon sens, dans cette période, et que nous, on a ressenti chez Sage, notre DAF, Élodie Varnaud, a essayé de trouver des métaphores pour nous expliquer comment l'entreprise allait être pérenne à terme. Elle a utilisé l'image de la boule de neige. Pour dire tout ce qui est cloud aujourd'hui, c'est des abonnements et ça grossit. Et pour essayer d'expliquer à tous les collaborateurs, qui soient à la compta, à la RH, à la prod, etc., on va vous expliquer c'est quoi l'objectif de l'entreprise. Et c'est le même dans chacune de vos boîtes. C'est redescendre au niveau de chacun et leur expliquer ton Lego à toi, il correspond à quoi dans la chaîne de l'entreprise. Aujourd'hui, tu es peut-être responsable du processus de développement d'un produit, mais tu participes à quelque chose de beaucoup plus grand. Et ce décryptage sur rôle pédagogique, à mon avis, il va être pérenne. Non mais, et c'est ça la vertu. C'est DG de faire ça, c'est pas aussi CFO de faire ça. Et pas seulement. Je considère vraiment qu'il y a une confiance du couple directionnel, si je puis me permettre, entre la DAF et la DG. Et se partager ces choses-là, c'est fondamental. Nous, on avait un couple sur scène, réellement, le DG et la DAF, parce qu'elle avait les moyens d'expliquer les leviers, de trouver un langage scolaire, si je puis me permettre, pour que chacun se l'approprie et comprenne sa contribution
dans la transformation de l'entreprise. Nous aussi, dans la technologie, on vit une transformation profonde de la cloudification de nos applications. Hein. C'est pas un détail, mais qui permet, comme vous le dites, de pouvoir travailler de chez soi, en mobilité, de pouvoir faire de l'analyse en temps réel, comme le disait. Donc tout ça, c'est fondamental, mais ça nécessite aussi chez nous qu'on se transforme. Et si la DAF n'était pas arrivée au niveau de tous à s'exprimer, c'est un nouveau rôle pour elle. Hein. Elle le dit. Elle n'avait pas cette capacité de communicant qu'ont souvent les DG. Mais elle y prend plaisir parce que je pense qu'aussi elle a un réel retour des équipes. Ça a une vraie vertu au sein de l'entreprise, à mon sens, pour replacer la finance là où elle est, c'est-à-dire vraiment pour discuter. Vous disiez tout à l'heure, on devra créer des nouveaux process, des nouveaux services, une nouvelle expérience client. Mais comment je fais? J'en discute avec les patrons des ventes, les patrons des marketing. Elle est au niveau opérationnel et ça, c'est passionnant. On choisit ensemble. Laurence ? Effectivement, je suis parfaitement alignée avec ça. La finance est en transformation et tous les directeurs financiers et leurs équipes qu'on rencontre n'ont qu'une envie, c'est de se transformer. Sauf que pour se transformer, il faut surtout qu'ils soient capables de libérer du temps. Et pour libérer du temps, déjà, il faut s'affranchir effectivement des tâches un peu régaliennes qui parfois n'étaient pas franchement sur le devant de la scène, s'affranchir de reporting dont on avait l'habitude, pas spécialement à valeur ajoutée. J'ai un de nos clients qui me disait, alors c'est très simple, hein, nous c'était 200 reporting par mois, alors j'ai pris la décision, j'en ai supprimé 100 et j'ai regardé qui est-ce qui a crié. Pas tant que ça, donc j'ai bien fait. Donc ce qui est un bon moyen de dégager du temps. C'est pas rassurant. Mais en l'occurrence, ceci peut être fait s'il y a de la modernité, s'il y a de la technologie, pour que justement toutes ces tâches sans valeur ajoutée soient automatisées. Si la remontée du réel pose pas question et de regarder les différences entre les chiffres, etc., ça permet d'aller vers les métiers, ça permet de comprendre dans chaque petit capillaire dans l'entreprise ce qui se passe et de les accompagner. Donc la transformation, c'est d'abord sauver du temps. Et là, pendant la période de crise, il a bien fallu trouver la solution, parce que du temps, il a fallu en dégager pour pouvoir simuler en mode hebdomadaire. Et là, je pense que c'est pour ça que je vous parlais de stress test, il n'y a juste pas eu le choix. Mathieu, il y a un élément intéressant que justement sur court terme, long terme, sur un groupe mondial, groupe de technologie, toi tu as eu, enfin tu l'as pas eu, mais tu envisages pour le futur et parce que je pense que vous êtes tous sur le pilotage des risques, à vous dire tiens, et si un truc encore plus grave arrivait, comment on ferait, justement sur l'arbitrage sur les CAPEX. C'est là qu'il peut y avoir un sujet sur qu'est-ce que je sais exactement, est-ce que je sais exactement ce qu'il y a derrière tel ou tel projet d'investissement? Alors, je pense que c'était un des sujets qu'on a rencontrés. Alors, en termes par rapport à ce qui a été dit, je suis totalement aligné. Nous, personnellement, enfin, chez IDEMIA, en fait, tous les outils étaient déjà en place. Donc, fondamentalement, on n'a pas eu de grands soucis de monter des nouveaux outils. Bon, il y a juste eu l'univers de temps où, effectivement, on est passé d'un reporting mensuel où il y a un forecasting mensuel à hebdomadaire. Donc, ça a duré 2 mois, mais ça a été assez... comment dire ça a été assez significatif pour les équipes. Non, mais donc effectivement un des sujets auxquels on a été confronté, effectivement, c'est quand le business est relativement récurrent et ça, entre guillemets, ça tourne, même si ça tourne pas si facilement que ça. Effectivement, quand tout d'un coup certains business sont impactés, effectivement, on se repose les questions sur les capex qu'on regardait déjà. Mais sauf qu'à un moment, si vous dites tiens, je vais réduire mes capex de 25%. En fait, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de CAPEX qui sont contraints parce qu'on a des contrats long terme, et donc on est obligé effectivement d'amener les CAPEX ou enfin des immobilisations dans les contrats. Et donc c'est un sujet qu'on connaissait bien. Enfin, on sait que chaque contrat il y a des CAPEX, mais quand tout d'un coup il faut en pleine tempête se dire tiens je vais couper, c'est pas aussi simple. Donc je pense qu'il y a une vraie réflexion qu'on a lancée effectivement de revoir. Notre forecasting de CAPEX, ce qu'il y a dedans, et de pouvoir arbitrer si demain il y a une autre crise. Mais bon, je n'ai pas de doute qu'il y aura une autre crise. Donc la question n'est pas si, mais quand. Il faut des outils pour ça. Oui, alors, il y a des outils, bien sûr, la technologie. La technologie, ça aide. Il ne faut pas qu'un collecteur de chiffres. Il faut une culture. Je pense qu'il faut aussi changer la culture. Et je pense que c'était une super opportunité, ce qui s'est passé malgré tout. Hein. Malgré toute la difficulté, ça a changé la façon dont on pense aussi. Nous, on s'autorise à faire des choix où on va peut-être se planter. Il faut s'autoriser de faire des tests. Tu parlais de scénario tout à l'heure, c'est fondamental. Il faut s'autoriser à faire certains tests sur des services que peut-être je vais abandonner d'ici quelques mois parce qu'ils ont pas... Ça, c'est très anglophone. En France, on ne s'autorise pas, on n'a pas le droit. Oui. Et après, donc l'agilité des outils,
Maintenant, si tu changes une culture aussi profondément avec un choc. J'entends beaucoup Moi, ça. j'y crois. Ça y est, maintenant, on va rentrer nous aussi dans le test and learn, etc. Alors j'y crois parce qu'on a les outils, on en parlait tout à l'heure. Si tu as les bons outils pour te permettre de dégager du temps sur cette analyse de scénario, eh ben, tu as plus de chances de tester. voilà. Gauthier, Ça rejoint le sujet du temps. on parle de RSE aussi, je crois. Ouais. tous ensemble. En tout cas, je rejoins le propos, mais finalement, ça se rapporte au temps. Est-ce que la crise change la culture instantanément? J'en suis pas certain, parce que pour certains, ça les précipite dans le futur, pour d'autres, ça les recentre sur leurs fondamentaux. Donc, c'est à modérer. Mais en tout cas, cette transformation qui est permanente dans la fonction, on a les cercles, on échange régulièrement sur ce sujet-là, a connu une phase d'accélération et la levée de certains blocages. Et ça, on l'a vraiment observé, des blocages autour du télétravail, autour des modes de collaboration, autour des sujets assez fondamentaux qu'on sait devoir traiter, mais finalement, on traîne un peu, et là, on se dit qu'il faut les avancer. Donc là, quand même, sans parler d'un monde avant, un monde après, mais en tout cas, il y a une phase pendant laquelle on a réalisé qu'il fallait mettre le pied sur l'accélérateur. Je t'en prie. Non, mais peut-être un point, parce que Vas-y, dans la Mathieu. transformation, les meilleures clôtures ou les clôtures les plus rapides, je les ai faites pendant le Covid. Enfin, je les ai faites. Mes équipes les ont faites. Oui, mais parce que tu étais en tension, parce que c'était la crise, Non, parce non, qu'il non, fallait non, le faire. Non, voilà, parce qu'elles étaient en télétravail. Alors, il y avait des inconvénients indéniables, mais d'un autre côté, il y avait personne qui venait les voir tous les 5 minutes en leur posant une question. Donc, en fait, les gens étaient beaucoup plus focus sur ce qu'ils devaient faire. Et très honnêtement, les collaborateurs m'ont dit, Mathieu, c'était top. Alors, on est revenu au monde d'avant, mais ça quand même, ça questionne, ça a questionné les équipes qui sont reposées des questions sur comment c'est possible, pourquoi ça s'est mieux passé avant qu'après. Et donc, je pense que ça quand même, ça transforme la manière dont on appréhende nos sujets. Donc je pense qu'il y a du positif. Il en restera quelque chose. 3 points encore à voir ensemble. La RSE, le fameux business partnering. Enfin, je dis fameux. Vous allez voir si vous suivez l'ensemble des ateliers que commence à remonter l'idée que c'est peut-être une grosse tarte à la crème quand même, mais on va en parler ensemble. Et puis, effectivement, les outils. RSE, Thomas, c'est toi qui es... Enfin, c'est vraiment une conviction très, très forte. Pour toi, ça doit appartenir à la finance. Pourquoi est-ce que tu as cette Non, conviction? ça ne doit pas uniquement appartenir à la finance, mais c'est vrai que la finance, elle a... comment dire, je parlais du rôle du directeur financier. Pour moi, il doit trouver, c'est celui qui doit trouver un arbitrage présent, pérenne, présent, futur, entre différentes parties prenantes. Et on avait, c'est vrai, des actionnaires, on avait des clients, bien évidemment, on avait des salariés, et maintenant on a la société civile à travers le RSE. Et donc, il faut trouver cet équilibre, alors avec des intérêts parfois divergents, un équilibre durable dans le temps. Et la RSE en fait partie. Et donc, le directeur financier est bien positionné, justement, pour trouver tous ces équilibres. On parlait d'investissement tout à l'heure, typiquement. Ouais. Réduire les investissements. Le directeur financier peut dire aussi... voilà, moi j'ai des investissements pour l'environnement parce que les normes environnementales augmentent d'année en année, etc. Et qu'il faut continuer absolument à maintenir des dépenses d'investissement qui n'ont pas a priori un retour financier immédiat ou perceptible, mais qui l'est à la fin parce que vous évitez un risque énorme. Et donc c'est aux financiers aussi de dire, voilà, on est en période de crise, mais on peut et il faut continuer à investir dans le RSE. Voilà, donc c'est là où il agit. Évidemment, il n'est pas tout seul. Hein, c'est une discussion. Oui, et puis on en revient à ça. Direction donne, générale, la RH, à partir du moment où c'est toi qui le dis, ça donne une garantie qu'on n'est pas en train non plus, pour des raisons qui sont certes nobles, mais de mettre en péril tel ou tel aspect du business et de l'activité. Tout à fait. Par ailleurs, le directeur financier, il a une projection à l'externe, en particulier pour des entreprises cotées. Donc, on discute avec les investisseurs. Ouais. De plus en plus, on a des questions sur l'environnement, le social, le sociétal. De plus en plus, hein, ça prend pas encore des 45 minutes sur 1 heure. Et on est tenu d'y répondre. Et aussi, c'est des bonnes questions. Donc, quand on revient en interne et on dit, bah voilà, on a tel type de questions, et il faut y répondre. Et donc, c'est aussi une occasion de transmettre un message chez l'ensemble de nos salariés, y compris dans des régions où il y a un peu moins de culture RSE.
quand on est très mondial, c'est vrai qu'on a des salariés qui sont plus ou moins associés Mobilisés. à cette idée-là. Bon, dans certains États américains, peut-être un peu moins que sur la côte est américaine, par exemple. Voilà, pour être très général, hein, ça dépend des individus derrière, bien sûr. Julien, je crois conviction forte aussi pour toi. Oui, tout à fait. Alors nous, c'est partagé, c'est pas la finance qu'il porte spécifiquement, on travaille à plusieurs. Comme je le disais, on a répondu à des questionnaires, mais pour la première fois, c'est-à-dire que le sujet arrivait d'investisseurs ou autres, maintenant, pendant le confinement, etc. Donc je pense que la vie ne s'est pas arrêtée sur ce sujet, et ça, c'est une tendance longue, ça continuera à C'est prendre de intéressant ça, l'importance, parce qu'on aurait pu penser qu'ils auraient été totalement focalisés sur votre continuation d'activité, quoi. Mais non, mais une fois qu'on a rassuré, qu'on a expliqué, etc., je rejoins la pédagogie, en fait, les autres sujets ne disparaissent pas, et surtout pas les sujets assez structurels et long terme comme ça. Je pense que c'est... et les salariés, je pense que c'est une crise sanitaire, donc quand on parle de responsabilité, protéger les collaborateurs, protéger... Oui, à la fin, peut-être qu'on protège le cash parce que, bah oui, c'est la pérennité financière de l'entreprise, mais ça va plus loin et on fait rêver personne avec on va protéger le cash, le compte en banque, etc. Donc c'est quand même assez important d'équilibrer, quoi. Ouais. Je pense que ça a deux vertus, le RSE. Ça a une vertu, comme tu dis, versus les collaborateurs qui ont besoin un peu de se retrouver dans leurs chaussures. C'est quoi ma mission sur ce monde? Je sais que tu trouves ça tarte à la crème, mais moi, j'y crois vraiment. non, mais j'ai rien dit. Moi, je sais que ça me fait du bien de me dire, je me lève le matin parce que je fournis une colonne vertébrale ERP à des millions d'entreprises dans le monde. C'est ça qui me plaît. C'est pas ce que je fais au jour le jour avec mes équipes. Alors, justement... Tu vois, Céline, non, mais juste parce que c'est le cœur de ce Future of Finance. Ouais. Julien nous dit, on est quand même sur des managers qui sont très PNL. Je te donnerai totalement raison le jour où, et c'est justement tout le boulot, et sans doute le boulot de la finance, le jour où l'ensemble de la RSE arrivera à rentrer dans le PNL des managers. C'était le deuxième pan. C'est-à-dire que pour moi, la vertu du RSE, c'est déjà le collectif, de se dire on fait du bien, on peut faire du bien, mais ça ne se fait pas... Ça peut se faire aussi en lien avec les gains de productivité qu'on est obligé de faire, les gains d'efficacité, les réductions de coûts. Parce que, ne serait-ce qu'un exemple, mettre de la dématérialisation dans une boîte, c'est déjà participatif du RSE. Ben, je voudrais en Baisser être les sûr. déchets, Non, mais justement. réduire les déchets. Oui, ça, j'ai pas de Gérer doute, mais la les dématérialisation, je voudrais en être sûr. Baisser le nombre de pannes des machines, réduire le nombre de rebuts, tout ça, ça participe à l'enjeu RSE de l'entreprise. Sauf qu'aujourd'hui, on ne l'explique pas comme ça. On ne le dit pas, on ne le décrypte pas. C'est intéressant, la réaction de Stéphane, c'est dit j'aimerais en être sûr. Et aujourd'hui, le RSE, l'attente, elle est là, et ça, c'est indéniable. On passe du moment où on avait les signaux faibles à un moment où ça devient des signaux grandissants, et ça va continuer. L'attente que nous expriment les directeurs financiers, c'est on se tourne vers moi en disant finalement, est-ce que cette dématérialisation de factures, pour reprendre ton exemple, c'est contributif positivement? Et on a eu une phase où le RSE appartenait aux équipes RSE qui étaient des super communicants, qui prenaient un peu quelques infos, etc., et qui essayaient d'assembler une... Il faut dépasser ce modèle et l'objectiver, s'assurer que quand on annonce que telle action est contributive positivement au RSE, c'est la réalité. Et ça va être la mission des directeurs financiers, d'aller dire oui, la dématérialisation de factures, là c'est quasiment facile puisqu'on est vraiment dans la sphère, mais le choix de tel schéma logistique, le choix de telle solution de manufacturing, le choix de tel circuit de distribution, c'est contributif au RSE. Et là, la finance, elle va devoir descendre dans, je dirais, l'analyse pour proposer cette explication qui devient extra-financière. Et là, ça rejoint Laurence et puis Thomas, je te donne la parole. Oui, effectivement, je suis parfaitement alignée avec ça. C'est que la finance doit descendre sur tous ces indicateurs. Et là, encore une fois, ça va être le gardien du temple, la finance, qui va être le communicant et qui va pouvoir communiquer sur des reportings, des indicateurs qui vont être environnementaux, éthiques, économiques et sociaux. Pour ce faire, il lui faut accéder à de l'information qui va bien au-delà de son information régalienne habituelle. Je leur dis souvent, et tu le sais, que finalement, le CFO, c'est le Chief Data Officer de l'entreprise. C'est lui qui a accès à l'ensemble de l'information pour justement pouvoir produire ces informations,
les communiquer dans l'ensemble de l'entreprise, les rassurer et donner un sens et faire un storytelling là aussi sur le sujet du Et RSE. devenir un business partner. Et de... On y vient. non, mais tout non, mais c'est... Il y a trois façons aussi pour le financier en fait d'appuyer sur la RSE. D'abord, dans la finance, vous avez souvent le contrôle interne. Ouais. Donc voilà, donc réorienter le contrôle interne, pas sur que du financier, mais sur de la compliance et du RSE. Ça, c'est la première chose. Après, vous avez des revues de gestion et financières pures ou opérationnelles. Chez Mersen, on commence toujours par la sécurité et l'environnement. Voilà, c'est une thématique, c'est incontournable. Et ça donne des messages. Et ça donne vous avez une posture en tant que directeur financier en disant je vais attendre un petit peu avant de regarder les chiffres parce que c'est important. Et troisième, et Laurence l'a dit, on est un peu gardien du temple. Et typiquement, quand on commence, et ça vient de plus en plus, à parler de RSE, d'incentive, sous forme de bonus ou sous forme de plans d'action gratuite, long terme, etc. Et à partir du moment où vous avez des incentives sur les RSE, vous êtes, vous, financier, obligé de dire ça ne doit pas être, ça doit être quantifiable, ça doit être atteignable mais complexe. Et c'est vous qui êtes un peu un des garants de dire je saurais le mesurer et c'est un vrai objectif. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, l'externe a un peu de mal dans les RSE parce que évidemment tous les groupes sont très très différents. De se dire finalement est-ce que c'est un objectif qui est un vrai objectif ou est-ce que c'est de la communication. Et chez Mersen, nous c'est pas de la communication, c'est vraiment du fond. Et c'est vrai que la finance participe à solidifier ce message. Et Laurence, mais juste d'un mot, en plus, les deux professions qui sont au cœur de ton activité, les comptables, la conso, qui se posent quand même des tas de questions sur l'évolution de leur métier, sur la progression de la technologie, etc. Là, tout à coup, se retrouvent en tant que gardien du temple, mais alors vraiment ultime au sein de la fonction finance, avec une nouvelle responsabilité qui peut être passionnante. Passionnante, et il y a effectivement une évolution de la fonction. Il y a beaucoup de questions qui se posent sur l'évolution du rôle de chacun d'entre eux au sein de la finance. Bon, quoi qu'en période de crise, on se pose moins de questions parce qu'on n'a plus le temps, mais très souvent, on entend les contrôleurs de gestion qui nous disent, bon, alors, suis-je pilote ou contrôleur ? Bon, évidemment, un mix des deux. Et là, dans des moments comme ceci, c'est évidemment la partie pilote qui prédomine. En même temps, heureusement qu'il y a des contrôleurs et qui sachent où on en est et qui puissent là aussi être ce gardien du temps. Donc je pense que l'évolution de la fonction, elle est évidente. Il faut leur amener de la technologie pour les libérer des tâches à faible valeur ajoutée et leur permettre de se concentrer sur des tâches pour lesquelles ils ont été embauchés à l'origine, qui sont des tâches à forte valeur ajoutée, qui étaient vraiment sur le devant de la scène en termes de période de crise. Et c'est vraiment d'être ce pilote et la technologie est là pour les aider à s'affranchir de ce qui leur consomme trop de temps, parce que le problème, il est essentiellement là. Mathieu ? Non, je suis d'accord. Je reviens sur ce qui avait été dit sur le data, le CDO, enfin le Chief Data Officer. Chief Data Officer, absolument. Non, moi je considère effectivement que les premiers data scientists quand même dans les organisations, c'est quand même les contrôleurs de gestion. Tout à fait. Alors évidemment, c'est pas tout à, enfin ça va recouvrir d'autres tâches, mais à la fin de la journée, la tâche des contrôleurs de gestion, c'est quand même de structurer de l'information, de structurer des chiffres et pour les mettre et les rendre lisibles pour plein de gens. Donc là-dessus, on est plutôt sur cette ligne chez nous. Bon, RSE, je vais pas trop, on est plutôt sur ce que disait Gauthier sur effectivement, c'est pas tellement à la finance aujourd'hui. Par contre, je suis totalement d'accord que demain, si on avance beaucoup plus sur ce sujet, les chiffres devront venir de chez nous, puisqu'on doit être le gardien du temple de ces chiffres-là, parce que ça ne peut pas venir de... Enfin, il faut la structurer. On est un groupe mondial, on a 110 filiales. Il faut quand même collecter tout ça. Enfin, ça ne peut pas se faire de manière anarchique. Et je ne sais plus ce que je voulais vous dire. C'était sur le business partnering. J'étais sur le business partnering, justement, qui est donc la tarte à la crème, puisque non, ça mais fait quand même 15 ans. J'ai dit ça en matière de provocation. C'est peut-être le décollage. Ah non. Enfin, je pense qu'on y est déjà depuis longtemps. Moi, j'ai fait un groupe de travail il y a 15 ans sur le business partnering. Mais justement. Non, je pense que... Par contre, je pense que la crise a déclenché d'autres choses. Quand vous avez un business qui est récurrent, tous les mois ça tourne, tous les mois, enfin vous gérez soit la croissance ou la décroissance dans certains cas, vous pilotez assez facilement. Et puis tout d'un coup, quand vous faites moins 90% de chiffre d'affaires, tout d'un coup, vous vous reposez les questions sur le business model et vous dites, tiens, c'est étonnant, j'ai perdu 10 millions de chiffre d'affaires, 50% de marge, je devrais perdre 5% de marge, maintenant j'en ai perdu 7, 8 ou 10.
parce que vous avez oublié qu'il y avait les frais fixes dans la marge, parce que vous avez oublié qu'il y a d'autres effets collatéraux. Et donc je pense que là, il y a eu un gros travail de réappropriation des business models par les contrôleurs de gestion et de les expliquer aux managers. De lui expliquer que sa marge, oui, elle est passée de 50 à 30. Et c'est ça. Et il y en a beaucoup, ça a été un peu une surprise fois, parce qu'ils étaient là, ils disent moi je vais perdre 50% du chiffre d'affaires qui baisse. Non, c'est 70%. Des fois 10 divisé par 2, ça peut faire 3. Exact. Et non pas 7. Ou 7, oui, ça dépend de quel... mais donc là par contre, effectivement, ça a renforcé effectivement le lien entre effectivement, la finance, les contrôleurs et le business pour expliquer. Ouais. Et après, au-delà de ça, il y a un vrai sujet sur lequel nous, on n'est pas forcément très bon. C'est sur les modèles de prévision où il faut avoir des outils agiles. On va finir avec ça. Alors, mais restons sur le business marketing. Julien, je crois que c'est... Toi, tu dis c'est le cœur de ton activité. Enfin, en tout cas, c'est très important dans ton activité aujourd'hui. Oui, alors... Je pense que ça dépend des entreprises et du profil du CFO. Alors moi, je suis rentré chez Blablacar par le business, en fait. Donc, j'avais été CFO d'une filiale au début de ma carrière. Après, j'étais plus côté business. Et je suis rentré, j'étais responsable Amérique latine. Donc, j'étais vraiment de l'autre côté de la barrière. Et donc, j'ai quand même forcément cette fibre-là. Et c'est important. Et puis, quand on pose des questions et qu'on remet en question des dépenses marketing, etc. C'est pas mal d'avoir été de l'autre côté, parce que ça fait plus de crédibilité, d'empathie, enfin bon, bref. Donc ça, c'est assez fort chez nous. Il y a un deuxième sujet, il y a deux autres sujets dont je voudrais parler. Le deuxième, c'est le fait que sur la pédagogie, en fait, on a accéléré. Alors, on avait fait ce qu'on appelle un finance roadshow, mais qui est un peu de l'éducation financière, présenter les chiffres, mais avec des métaphores ou des exemples d'autres industries, vous voyez, de commerce qui parlent plus en fait à tous les salariés. Et on avait fait dans toutes les équipes et on le refait là, parce que on se rend compte que il faut y revenir de temps en temps, faire cet effort de pédagogie, voilà. Parce que sinon, les gens n'y pensent pas trop. Et le dernier point, c'est sur Chief Data Officer. Il se trouve qu'il y a, c'était bien avant le Covid, mais c'était il y a 1 an et demi, on a repris dans la finance une partie qu'on appelle Data et Business Intelligence, parce qu'on s'est rendu compte que quand c'était côté ingénierie, donc pure data, processing, etc., la traduction en langage business et pour aider à la décision n'était pas optimale. Donc en fait, c'est revenu chez nous. Et donc, on va fouiller dans la data, on fait nos requêtes SQL, etc. Et dans la finance, on a parmi les gens les plus calés de l'entreprise là-dessus. Et on fait aussi la traduction. Ouais. Et donc, c'est vrai que les gens se tournent vers nous aussi. Alors, pareil, je pilotais avec mon budget, ça ronronne, je suis manager. Là. Tout d'un coup, non, j'ai besoin d'un peu plus de data. Je ne suis pas habitué à aller les chercher ou à les traiter, etc. Vers qui je me tourne? Vers la partie Business Intelligence dans l'équipe finance. Gauthier, alors justement, sur ce business partnering, parce que on le voit, tu le vois avec tes clients, Laurence aussi, il y a pas mal de business qui ont été à ce point challengés. Je pense à tout ce qui entoure. Il se trouve que hier, je discutais avec le patron d'Elior, par exemple. Il y a une redéfinition complète des offres qui sont nécessaires. Il faut faire ça en urgence. Et c'est peut-être là où il va y avoir une union très très forte entre les business et la finance. Il n'y avait peut-être pas encore eu, justement, malgré les rapports faits il y a 15 ans. Je pense qu'il y a par des millions de spécialistes. Quand on observe le panel des entreprises, il y a des situations diverses au regard de la maturité vis-à-vis de ce concept de business partnering. Personne ne peut aller contre l'idée que la finance doit appuyer des décisions opérationnelles, des décisions stratégiques. Donc le rôle d'accompagnant du business, il est naturel. La réalité des faits n'est pas toujours celle-là. Et il y a pour des raisons historiques, pour des raisons culturelles, pour des raisons d'organisation, on trouve, alors peut-être qu'elles ne souhaitent pas venir dans ces assemblées, mais on trouve des directions financières qui sont quand même encore dans un rôle de, je dirais, de contrôleurs, de comptabilisateurs, et qui finalement interagissent peu avec les métiers. Certaines ont même laissé filer les métiers de contrôleurs de gestion, qui sont par nature les plus proches du métier. Donc il y a ce travail en cours. Alors,
la crise, comme toute crise, nécessite de repenser certains modèles, de refaire de nouveaux choix. Donc oui, la finance doit être là et plus que jamais. Thomas ? Moi j'ai deux points. Alors, nous, on est B2B, hein, donc la transformation digitale, elle est interne. Elle est externe sur certains marchés, mais elle est interne. Et donc, c'est un enjeu pour la fonction finance. Je rejoins ce qui a été dit, l'agilité. Alors moi, j'appelle ça l'agilité, business partnering, quelque part. Le lien avec les opérationnels, il est là. En revanche, il y a une transformation massive qui arrive avec le digital. C'est toute la comptabilité qui est en train de s'automatiser, etc. Et ce que je constate dans notre organisation, c'est qu'on trouve des comptables aujourd'hui qu'on embauche qui sont acteurs même de leur transformation, qui vous disent, moi, franchement, aller enregistrer une facture ou aller recopier dans le logiciel de conso quelque chose qui existait, une donnée qui était déjà là, et pourquoi c'est pas fait automatiquement, ils sont demandeurs de cette transformation-là et acteurs. Et ça, c'est passionnant. On ne pensait pas forcément le profil comptable comme un acteur de sa propre transformation. Après, je pense qu'il y a toujours la question de l'attractivité de la fonction finance. Je pense que c'est plus important aujourd'hui parce que les financiers, ils peuvent aller dans d'autres secteurs d'activité, vraiment. Et donc, il faut les retenir. Il faut les retenir avec un marché qui est de plus en plus demandeur, etc., qui est de plus en plus fluide, international, etc. Donc l'attractivité de la fonction finance, c'est quelque chose sur lequel on travaille à travers le digital. C'est vrai que vous aurez un jeune qui arrive et qui a un vieux logiciel, il reste pas longtemps. À travers le lien avec les opérationnels, etc. Moi, j'ai l'exemple que je trouve intéressant, alors qui est l'exemple a priori éculé d'il y a 15 ans, comme disait Mathieu. Nous, on est en train de faire une formation digitale pour les opérationnels. Bon, très classique, sauf qu'elle est digitale avec des modules digitaux qui ont été inventés par les financiers. Et les opérationnels trouvent, et qui est dédié à Mersenne, avec des exemples Mersenne, etc. Et donc les opérationnels trouvent que c'est vraiment une très belle formation qui a été faite par les financiers. Et dans ce processus de formation, les financiers interviennent et il y a beaucoup d'interactions. Et vous créez le lien entre les financiers et les opérationnels. Et finalement, on a réussi non seulement à former les opérationnels avec du langage commun, Julien parlait de langage commun avec les opérationnels, mais aussi on a mis en avant la fonction finance, on en a fait une question d'attractivité et je crois que ça fonctionne très bien. Donc l'attractivité est quand même clé. On peut pas. Je pense que les équipes finance, au-delà d'être pilotes, elles sont aussi énormément apporteurs d'idées. On travaille ensemble avec mon équipe finance, par exemple, chez Sage, parce que on a l'équipe Business Intelligence qui est chez nous comme chez vous. Donc, Sage n'est pas une start-up, mais finalement, on est un peu comme Blablacar. Et on construit ensemble les nouveaux modèles de pricing et les nouvelles offres. C'est pas moi qui apporte des nouveaux produits et qui me disent, OK, cocher, pas cocher. Ensemble, on réfléchit au business model. Et souvent, ils m'apportent des nouvelles idées. Céline, t'es sûre que t'as pas pensé qu'on pourrait transformer tel business model? Et ça, c'est fantastique. Donc il n'y a pas que pilote, il y a créateur derrière. Et oui, Laurence, je suis obligée de réagir. Ah bah tu buvais du petit lait quand, quand Thomas disait Thomas connaît un peu nos technologies, donc oui, effectivement. Les nouveaux comptables veulent des outils modernes. Je suis obligée de réagir quand on parle de tarte à la crème sur le business partnering. J'ai juste envie de dire oui, c'est vrai qu'on en parle depuis longtemps, tout simplement parce qu'il y a aussi des raisons technologiques qui peuvent être des freins pour le fait de vraiment devenir un business partner. Pour autant, la fonction finance, quand elle est business partner, ça contribue bien évidemment à son attractivité. Et les nouvelles générations ont besoin de cette technologie. Mais non, c'est pas une tarte à la crème. Et je vais prendre un exemple extrêmement concret, parce que là aussi, il faut être concret dans ce qu'on apporte au métier. Tu citais un grand groupe de la restauration collective. Je vais te donner un exemple. Effectivement, remonter des informations finances en tête de groupe, c'est nécessaire, mais c'est pas ça qui va faire rêver les opérationnels. Un patron de restaurant dans la restauration collective que tu vas pouvoir rendre responsable de son business et de sa profitabilité, ça va faire en sorte qu'il va se poser des questions s'il décide d'acheter une matière première, un steak haché ou je ne sais quoi, localement à un prix qui n'est pas drivé par le groupe, ou s'il a mal géré son absentéisme, il va aller avoir recours à des intérimaires. S'il a l'impact immédiat sur son PNL à l'étage de
son restaurant ou de son magasin ou de la petite entité, il va pouvoir gérer sa profitabilité qui, bien sûr, va s'agréger et remonter en tête de groupe. Et je pense que c'est ça le business partnering, c'est qu'il y ait tout ce storytelling, toute cette pédagogie que la finance peut apporter à un vrai opérationnel en local qui va gérer quelques KPI extrêmement simples, mais c'est lui qui contribue à la profitabilité du groupe en mode agrégé. Et je pense que pour l'illustrer, c'est ça, la fonction de business partner qui change tout. Et pour illustrer peut-être toute notre table ronde, parce que je repense à ton patron de restaurant qui achète de la viande en local, il va la payer plus cher, mais il faut qu'il y ait dans son PNL un indicateur qui montre que oui, il la paye plus cher, mais il l'a acheté en local. Donc en termes de RSE, peut-être qu'à la fin, le groupe peut y gagner quelque chose. Un peu de technologie peut-être Non, mais voilà, c'est là où... Alors ça, on n'y est pas. De valoriser l'apport RSE, c'est un sujet. C'est un sujet, et clairement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de groupes qui y sont. Non. Et c'est un peu complexe. D'autant que les référentiels ne sont pas encore complètement... Oui, mais bien sûr. alignés. Bien sûr. Gauthier, parce qu'on arrive au bout, et je sais qu'il y a quelque chose qui colle parfaitement avec ce qu'on est en train de se dire et qui tient à cœur, c'est la Talent Academy, c'est-à-dire les directions financières et les people des directions financières. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Ça rejoint le point de Thomas sur l'attractivité de la fonction. C'est quand même un sujet dont on a beaucoup discuté. On suit des indicateurs, et notamment l'indicateur de rotation des jobs dans la finance et hors de la finance. On s'aperçoit que les rotations de jobs depuis la finance vers d'autres opérations augmentent. On est aujourd'hui à environ 30%. Et finalement, c'est à la fois, ça accable les directeurs financiers qui voient leurs équipes s'enfuir, mais ça contribue à cette pédagogie, à cette porosité, à cette meilleure compréhension à la fois des métiers, parce que les métiers doivent aussi mieux comprendre la finance. On parlait tout à l'heure la vision PNL versus la vision bilancielle. Et donc, ça contribue à favoriser ces échanges. Et donc, on a une dimension nouvelle dans la finance qui est celle de Talent Factory pour l'entreprise, qui fait émerger des profils je dirais, du haut de la pyramide, parce qu'on a de plus en plus de CFO qui accèdent à des postes de responsabilité opérationnelle. Et on a aussi dans les équipes plus terrain des gens qui irriguent dans les métiers, qui en sortent, qui en reviennent. Et ça contribue aussi à l'attractivité. Ça donne de l'ouverture. Et il y a des thématiques qui sont un petit peu éteintes avec ce Covid. Et je dirais c'est un des effets positifs, c'est on s'était un peu posé la question sous forme de boutade, finalement, est-ce qu'on arrive à remplacer tous les comptables par des robots? Alors on a clairement la réponse, on voit qu'on n'y est pas et on le voit pas. Ça semble pas du tout être la cible. On a besoin de cette intelligence, mais d'un métier de comptable qui est repensé, d'un métier de consolideur qui est repensé, de contrôleur qui est repensé. Et donc là, c'est une transformation. Une fonction finance aujourd'hui, elle a une palette d'activités plus large qu'il y a 10-15 ans, et ça va encore continuer. On a parlé du RSE, mais il y en a d'autres. Donc c'est grisant, c'est the place to be. Et il nous reste 3 minutes pour parler des outils. Julien, il faut de nouveaux outils pour cette nouvelle posture. Alors, pour tout ce dont on vient de parler là. Nous, honnêtement, on était bien équipés, on était bien contents parce qu'effectivement, il a fallu faire tourner des scénarios qu'on n'avait jamais vus et puis les faire tourner assez rapidement, changer les hypothèses. Voilà, on a fait beaucoup plus de simulations, beaucoup plus de scénarios et on était bien contents d'avoir les outils qu'on avait. Et d'ailleurs, il y avait eu un choix à un moment où on s'était dit est-ce qu'on dégrade un peu parce que quand même c'est cher. Et puis j'avais dit non, c'est quand même important. Grand bonheur pour les finalement, on était contents de notre investissement quand tout s'est accéléré avec le Covid. Mathieu? Les outils, je pense que c'est très important. Nous, on a été très contents d'avoir digitalisé l'ensemble de nos factures avant le Covid. Ouais. Donc, on avait fini 6 mois, 9 mois avant, bien heureusement, parce que quand tout le monde était en télétravail, si les factures étaient arrivées à la Défense, on aurait été quand même bien embêtés. Donc ça, effectivement, je pense que c'est un peu obligatoire. Je reviendrai sur un sujet aussi qui revient aux outils, qui est sur le fait que la transformation finance doit aussi influencer sur les autres fonctions, notamment la RH, par exemple. Par exemple, nous, on a introduit la RPA, la finance et mes équipes, on a introduit la RPA en début d'année. Et c'est en train de monter fortement, et ça va aller en dehors de la finance. D'ailleurs, c'est notre souhait. Donc, par contre, on fait du prosélytisme, on fait d'abord chez nous, on montre que ça marche bien, et ensuite, ça va à l'extérieur. Et je pense que c'est vraiment important. Les autres fonctions sont
pas toujours, voire pas du tout sur le même sujet. Alors que nous, effectivement, vu que c'est une activité transactionnelle sur beaucoup de sujets, on est très en point. Donc je pense que c'est vraiment important pour nous. Alors c'est pas du business partnering, mais c'est pas loin. Mais par rapport aux autres fonctions. Ouais. Thomas ? Oui, vous demandiez ce qui avait changé par rapport à il y a quelques années. Typiquement, les relations avec l'informatique sont bien plus resserrées qu'auparavant. Dites Typiquement, encore informatique. oui, système d'information. Dites comme vous voulez. Peu importe les mots. Il y a un comité digital finance qui n'existait pas il y a 2 ans et que j'ai monté. Alors sur les outils, en fait, la difficulté, oui, on a des outils. La difficulté, c'est qu'il y a plein d'outils. Il y a une offre incroyable. Et vous devez répondre. C'est-à-dire, je prends un exemple précis. Vous avez un site chinois qui dit, moi, j'ai envie de digitaliser, je sais pas, mes déclarations de TVA. Alors, on dit, formidable. Ça donne un gain incroyable. Il vous dit, ça m'économise des heures. Mais alors, tout de suite, la question derrière, c'est, est-ce que c'est bon pour les autres sites chinois? C'est bon pour les sites aussi asiatiques ou mondiaux? Mais j'ai déjà un logiciel comme ça au Brésil. Est-ce que c'est le logiciel brésilien qui va gagner? Et est-ce que je me limite à la déclaration de TVA? Est-ce que je ne le prends pas plus large? Et en fait, vous avez des questions comme ça qui vous arrivent tous les jours ou toutes les semaines. Qui deviennent chronophages. Et vous, en tant que directeur financier ou central, vous devez vous dire, il faut quand même une certaine homogénéisation, des questions de cybersécurité, etc. Mais vous devez aussi répondre rapidement au local. Donc accepter quand même quelques expériences locales, quitte à après les retirer, etc. C'est tout l'enjeu par rapport à la transformation digitale, de trouver quel est le bon curseur, quelle est la bonne vitesse. Et je peux vous dire que c'est pas simple. Et alors, un mot là-dessus, Céline, je suis obligée de rebondir sur ce que vient de dire Thomas quand il parle de technologie. C'est évidemment tout l'intérêt d'avoir une plateforme globale qui peut fluidifier et digitaliser l'ensemble des processus de la finance. Et là, pendant cette période, on a clairement vu 2 camps. Les clients qui, comme la BNP nous disaient, voilà, nous, on simule le PNL en tête de groupe et on est capable de rassurer notre régulateur sur les options qu'on a prises et les simulations, versus ceux qui s'échangent encore des fichiers par mail, parce qu'il faut être honnête, il y en a encore. Donc oui, la technologie est là pour apporter cette modernité et fluidifier l'ensemble des processus. On est au bout, Mathieu, je suis désolé. Allez, la dernière, mais vraiment... Pour revenir à ce qui a été dit par Julien, le retour sur investissement sur ces outils, il ne faut pas forcément l'avoir tout de suite. Je pense que sur certains outils, il ne faut pas que ça soit trop cher, mais il faut y aller et ensuite on verra. Bon, ce sera le mot de la fin. Merci à tous. Merci d'avoir suivi cet atelier. Future of Finance qui continue. Prochain rendez-vous, 14h. Débat entre les deux débats visiblement très attendus entre les 2 éditeurs SAP et Oracle, entre Karine Picard et Gérald Carcinti, leurs 2 représentants et leurs 2 patrons en France. Et puis vous pouvez continuer à construire votre programme sur la plateforme, et l'intégralité des ateliers, l'intégralité de ce qu'on vous propose est évidemment disponible en replay.